Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur VOA Afrique. Aujourd'hui, nous allons parler de souveraineté numérique et c'est un entretien que nous voulons à la fois baser sur, ou en tout cas qui va s'intéresser aux aspects théoriques mais aussi et aux aspects pratiques de la souveraineté numérique en tenant compte des défis et des opportunités mondiaux actuelles. Et pour cela, nous recevons quelqu'un qui s'intéresse vraiment de très près à cette question. Monsieur Ndiaye, bonjour, comment ça va? Bonjour, je vais très bien. Alors, en quelques mots, qui est Monsieur Ndiaye? Alors, de par ses fonctions, il dirige une entreprise qui s'appelle Gain de 2000 au Sénégal et qui a pour vocation de mettre en place des plateformes de dématérialisation. De par son engagement en militant de la digitalisation comme facteur de développement pour le continent africain et donc engagé sur plusieurs points à cet égard. Comment voyez-vous ce potentiel numérique actuel des pays africains comme le Sénégal, mais aussi quels sont les principaux défis à relever pour combler le fossé entre potentiel numérique et réalité? Une question très subtile. Le potentiel, il est à un stade, je pense, très avancé parce que c'est la coïncidence entre les moyens de connexion, la facilité d'utilisation et la diversité du contenu. Donc cela rend de plus en plus mature le marché africain en termes de digital. Mais il faut maintenant, justement, lorsqu'on parle de défis liés à la souveraineté, que cette maturité du marché se traduise par l'émergence d'acteurs numériques africains de premier plan, capables à la fois de résoudre les problèmes d'efficacité et d'efficience de gouvernance, mais également capables de générer de la valeur ajoutée pour des emplois massifs dans ce secteur. Hmm. Vous avez récemment parlé de zones numériques extraterritoriales. Euh, Est-ce que vous pouvez développer un peu sur cette idée, sur ce concept? Est-ce que comment ces zones fonctionneraient-elles et quels avantages pourraient-elles apporter aux nations africaines en termes de souveraineté numérique et de croissance économique? Alors, ce concept, je l'ai mis en avant parce que on se rend compte que de plus en plus, euh, les contraintes réglementaires sont des leviers de protectionnisme pour la plupart des pays. Ils souhaitent protéger à la fois leur marché et leurs entreprises. Et ce n'est pas viable pour une entreprise d'être soumise à des législations qui sont parfois contradictoires ou qui ont un coût de mise en œuvre très élevé. Il faudrait, par exemple, dans chaque pays, chaque marché, faire les investissements de nature à être en phase avec la réglementation. Alors, quand ce problème s'est posé sur le plan des relations entre les États, la diplomatie a été inventée, le concept d'extraterritorialité est venu à nous. Ensuite, nous avons eu les zones économiques spéciales où justement il y avait des législations spéciales en dehors de ce qui se passe dans le pays pour stimuler justement l'investissement direct étranger. Et aujourd'hui, que le numérique justement est un phénomène qui n'est pas lié à un endroit physique, il serait pertinent pour permettre aux acteurs de pouvoir superposer toutes les exigences réglementaires, de pouvoir être dans quelque chose qu'on pourrait appeler une zone d'exception, comme les zones économiques sociales ou comme les missions diplomatiques, où la superposition réglementaire ferait sens. Donc, on pourrait à la fois répondre à des exigences de plusieurs régions économiques en étant dans un endroit reconnu comme étant le territoire de justement ces régions économiques. Donc, je vais essayer de façon plus simple de le dire. Si on considère qu'il y a un espace extraterritorial au Sénégal, c'est un espace où chaque pays peut considérer que c'est son espace de souveraineté. Donc, si la France a des exigences, quand une entreprise est localisée dans cet espace, elle remplit les obligations françaises. Si les États-Unis ont des exigences, ça sera la même chose. Si un pays africain a des exigences, la même chose. Donc, en étant dans ces zones, les acteurs économiques mondiaux seraient capables de répondre à toutes les exigences réglementaires
sans avoir à dupliquer leur site de production et le cadre juridique qui encadre cela. Voilà un peu une explication un peu complexe d'une notion qui l'est tout autant. Alors, il y a comme un besoin aussi d'être un peu équilibriste ici. Justement, comment on peut équilibrer la souveraineté numérique et l'intégration mondiale? Je m'explique. Étant donné la nature globale de la technologie numérique et de l'Internet, comment les pays africains peuvent-ils équilibrer ce besoin de souveraineté numérique avec la nécessité de s'intégrer dans l'économie numérique mondiale, en particulier face aux pressions des grands acteurs numériques mondiaux? C'est justement le fait que l'Afrique soit un continent qui, pour l'instant, est modestement considéré par ces grands acteurs, que nous devons construire un environnement juridique de nature à protéger, d'une part, nos marchés, d'autre part, à favoriser l'émergence ou de partenariats entre des acteurs locaux et ces géants, ou carrément l'émergence de géants locaux à vocation africaine. Et donc, c'est ça la fenêtre de tir que nous avons, parce que tous nos jeunes aujourd'hui sont des consommateurs nets. Et donc, si nous n'avons pas un environnement qui permet à des entreprises africaines de pouvoir capter ce marché et de pouvoir le valoriser, ben, nous aurons de grandes questions à nous poser lorsque nous serons totalement digitalement colonisés. Alors, le monde entier sort à peine, disons, de la crise du Covid. De quelle manière la pandémie Covid-19 a-t-elle réellement accéléré ou freiné le développement numérique en Afrique? Et de plus, comment les nations africaines devraient se positionner pour tirer parti de la technologie de l'intelligence artificielle, par exemple, tout en veillant à ce qu'elle contribue à la souveraineté numérique locale et à la résilience économique? Alors, pour la première question, le Covid a été un accélérateur d'adaptation. Ça a permis aux individus comme aux organisations à faire un usage judicieux du digital et à faire fi des considérations réglementaires, euh, les usages. Donc, nous avons appris à transcender des freins mentaux que nous avions pour nous connecter à une réalité qui finalement est porteuse d'efficacité. Donc, le Covid a été une tragédie sanitaire, humanitaire et un facteur d'impulsion du digital. Et alors, donc, lorsqu'on parle maintenant d'intelligence artificielle, qui est un mouvement de plus en plus, ce n'est plus de la fiction en quelque sorte, c'est une réalité et une réalité qui a une force de progression parfois inquiétante. Nous devons d'abord nous positionner sur l'éthique parce que les normes de travail et tout ce qui entoure en fait la production de savoir, tout ce qui entoure les limites que l'humain s'est imposées de par ses limites propres, mais également de par son éthique. Il ne faudrait pas que ces nouveaux outils viennent briser ces équilibres que nous avons conquis et il faudrait que nous puissions transformer justement l'intelligence artificielle en opportunité et non en menace. C'est un défi. Ce n'est pas facile parce que c'est une question, pendant qu'on l'adresse, elle évolue. D'où je pense qu'il serait opportun pour l'Afrique de mettre en place un groupe stratégique et que ce groupe stratégique fasse de la prospective sur les questions liées à l'intelligence artificielle et puisse faire des recommandations très fortes à l'échelle africaine et que les gouvernements puissent avoir des raccourcis d'analyse pour prendre les bonnes décisions. Alors, pour rester sur la même question de l'intelligence artificielle, l'Afrique est très souvent, en fait, se retrouve, comme on dit en anglais, to catch up. You know, c'est-à-dire qu'elle est tout le temps en train d'essayer de rattraper les autres. Et l'intelligence artificielle, son boom en tout cas, euh, clair, a commencé il y a à peine 2 ans. Comment est-ce que, de façon pragmatique, les chefs d'État africains devraient s'y prendre pour que cette fois-ci, on ne soit pas, disons, au menu de l'intelligence artificielle, puisque on est bien conscient que si on n'est pas, si nous produisons pas nous-mêmes nos contenus, on n'est pas ceux qui
coordonne ou qui contrôle l'intelligence artificielle ou nos données qui vont entrer dans l'intelligence artificielle, en fait, on sera mangé, entre guillemets. Et comment on fait pour justement éviter ce scénario que nous avons connu, de par le passé? Donc, c'est là où il faut une articulation harmonieuse entre les décisions politiques qui doivent être nourries par des productions académiques. L'université a son rôle à jouer en faisant des analyses et des prédictions sur tout ce que l'intelligence artificielle peut impacter, à la fois dans la vie des organisations, des entreprises, et des États, la démocratie, la culture, à tous les niveaux en fait. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra déterminer quels sont les boucliers nécessaires pour ce qui est des menaces et quels sont les accélérateurs nécessaires pour ce qui est des opportunités. J'avoue que ma perception de l'impact de l'intelligence artificielle a évolué très vite entre l'année dernière et cette année, car j'ai vu que l'intelligence artificielle était déjà à niveau pour entrer en compétition avec la valeur des ressources humaines et que nos organisations ne sont pas prêtes à ces mutations. Choisir entre la performance et donc de passer de l'emploi ou maintenir de l'emploi et dans ce cas plonger dans une performance inférieure à d'autres compétiteurs. Et ça, c'est des réflexions de fond. Et je vous ai dit que c'est en un an seulement qu'on est passé dans c'est intéressant à ça devient incontournable. Je me souviens d'une interview que Vladimir Poutine avait fait en 2017 où il disait ceux qui vont contrôler l'intelligence artificielle seront les maîtres du monde. Est-ce que quelque part, le fait de ne pas justement s'impliquer, de ne pas donner suffisamment de place à cette intelligence artificielle dans nos gouvernements, est-ce que ce n'est pas aussi justement quelque part un manque à gagner clair pour l'Afrique? C'est clair que c'est un sujet sur lequel il n'y a pas d'anticipation, il y a de lourdes menaces. Même sur la démocratie, même sur la sécurité, parce que dès lors qu'on ne sera pas capable, déjà que la transformation digitale a apporté beaucoup de flou dans l'identité, dans la responsabilité juridique. Imaginez-vous quelle responsabilité juridique on pourrait conférer à une intelligence artificielle. C'est des questions qui peuvent sembler un peu farfelues, mais qui sont réelles. Ça peut impacter dans la médecine, ça peut impacter dans la justice, et dans beaucoup de domaines. Je vous avoue que nous sommes dans un temps d'exploration des possibles. Et ce n'est pas que l'Afrique. Nous sommes dans un mouvement où les États s'interrogent sur le pouvoir des entreprises qui n'ont pas de puissance publique et qui auront une puissance j'allais dire, au-delà de la simple puissance économique et financière, mais qui auront une puissance sur nos esprits, capables de fermer des portes que notre mental ouvre et être capable d'ouvrir des portes que notre mental réfute. Alors, quelles mesures les pays africains devraient prendre pour construire des écosystèmes numériques robustes, comprenant des volets industriels, de recherche d'innovation, d'intelligence artificielle, etc. Comment peuvent-ils s'assurer justement que ces écosystèmes soient durables et offrent des bénéfices à long terme sur le continent? Alors, je pense que ça appelle d'abord l'échelle, l'organisation, et donc la zone continentale de libre-échange est un espace qui peut nous le permettre. L'échelle, c'est qu'il faut une politique africaine. Et je pense même qu'on pourrait aller jusqu'à dire qu'il faut mettre en place un gouvernement africain du numérique pour parler d'une seule voix. Et qu'on parle à des partenaires américains, européens, asiatiques, c'est d'une seule voix que nous parlons. Aucun pays ne peut constituer un maillon faible dans la structure de la construction de la zone continentale de libre-échange. Ça, c'est une action politique qui est nécessaire. Il faut que l'un des chefs d'État africains se fasse le porteur de cette démarche et
et fasse en sorte que nous soyons à ce niveau-là. Ensuite, il faudra qu'on ait des programmes pour pouvoir booster les champions. C'est du volontarisme. Des champions locaux à l'échelle des pays, des champions régionaux et des champions continentaux. Aujourd'hui, nous avons tellement d'exemples dans le monde qui montrent que derrière un volontarisme d'État public, il y a forcément une génération de champions. La Chine, les États-Unis, l'Europe, le Moyen-Orient ont donné beaucoup d'exemples de ce que le volontarisme public pouvait apporter en termes de génération de champions économiques. Euh, c'est une question que j'aime bien poser. Vous êtes un acteur assez actif dans le numérique sur le continent, surtout au Sénégal. C'est quoi les avantages clés des Africains dans les grands enjeux qui viennent dans ce nouveau siècle que nous sommes en train de vivre? Mais d'abord, c'est le dividende démographique, ensuite la perspective de croissance économique. Et quand vous mettez ces deux choses-là en jeu, vous projetez l'Afrique sur 20 ans, ça devient un géant économique. Et donc, aujourd'hui, la gouvernance est le seul facteur qui peut nous empêcher d'être le géant économique des 2 prochaines décennies. Alors, quand cette perspective-là est tracée, c'est de la prospective qu'il nous faut. Nous ne pouvons pas travailler pour demain ou après-demain. Nous devons travailler pour un futur plus lointain et être très stratégique, d'où l'importance d'avoir une gouvernance commune sur des sujets stratégiques comme le numérique. Mais même, nous pourrions le faire pour la diplomatie, comme le font les grands ensembles, et sur d'autres secteurs sur lesquels nous voulons avoir une parole unifiée qui porte nos intérêts, présents et futurs. Dernière question, Monsieur Ndiaye, c'est quoi votre rêve pour l'Afrique? Mon rêve pour l'Afrique, c'est que dans un futur très proche, nous sortions du cycle où à chaque fois que nous entreprenons, nous comptons les résultats avec vraiment très peu d'enthousiasme. Une jeunesse qui a envie de faire de l'Afrique ce continent respecté et respectable, porteur de connaissances, de savoir et de richesse pour l'humanité. Je pense que nous ne sommes pas loin de cette frontière. La prise de conscience est là. Ce qui nous manquera peut-être, c'est la vitesse par l'articulation de toutes nos politiques. Et c'est en ça que nous devons, nous qui ne sommes pas acteurs politiques, essayer d'animer les réflexions pour créer une dynamique qui fasse en sorte que la vitesse soit accélérée. Merci beaucoup. Merci à vous pour cet entretien et au plaisir de vous revoir et de parler à nouveau sur d'autres questions.